cette deuxième partie de la séquence, on aura donc deux autres présentations avec 4 intervenants, 5 même intervenants, et un temps de questions-réponses à la fin qui portera aussi sur les présentations de Grégory Dron et Yves Ducos. Je vais vous demander de revenir sur scène, s'il vous plaît, Grégory et Yves, pour anticiper la partie questions-réponses et de vous asseoir juste ici, ainsi que Xavier Bailly, Jérôme Jaminon, Jeanne-Marie Debroise, Odile Loison et Sophie David. Prenez tous place sur scène, s'il vous plaît. Alors, on a parlé jusqu'ici de patrimoine naturel et de patrimoine sylvicole. On va maintenant faire le lien entre patrimoine naturel et patrimoine culturel. Et pour cela, on va parler de l'expérience de la forêt d'exception de Retz et de la Cité internationale de la langue française avec Xavier Bailly, directeur délégué de la Cité internationale de la langue française, et Jérôme Jaminon, directeur de l'agence de Compiègne. C'est à vous. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La forêt domaniale de Retz a été labellisée forêt d'exception en 2022 après un travail assez rapide de 1 an et demi, 2 ans pour porter ce projet de labellisation suite effectivement à un projet important sur ce territoire-là qui était de restaurer le château de Villers-Cotterêts pour y installer la Cité internationale de la langue française. Donc cette forêt de Retz, elle a un patrimoine naturel, culturel, historique très riche. On va en parler au cours de notre intervention. Et le défi était de mettre l'ensemble des acteurs autour de la table pour porter cette démarche. Et on parle de synergie entre patrimoine naturel, culturel, entre patrimoine naturel et patrimoine culturel, mais c'était avant tout une synergie d'acteurs qu'il a fallu constituer. L'Office national des forêts travaillait déjà avec la communauté de communes de Retz-en-Valois. J'excuse d'ailleurs son président Alexandre de Montesquieu. On travaillait sur la valorisation du territoire, sur la protection de la biodiversité. Et puis est intervenu un nouvel acteur sur le territoire, le Centre des monuments nationaux. Et tout de suite, effectivement, à trois acteurs, on s'est mis autour de la table pour pouvoir porter cette démarche-là. Donc c'est important parce que c'est vraiment déjà une synergie d'acteurs, voire de personnes, qui ont permis de travailler sur les valeurs de ce massif forestier-là pour développer un projet de territoire. Le château de Villers-Cotterêts, vous l'avez sous les yeux. C'est une propriété de l'État depuis la Révolution française, gérée par d'abord un dépôt de mendicité, puis ensuite une maison de retraite de la ville de Paris jusqu'en 2014. Et en 2014, il quitte un monument historique particulièrement prestigieux, ancien château royal, ancien château princier, à l'état de ruine en 2014. Si vous regardiez attentivement cette photo, vous verriez la ruine telle qu'elle se présente sous du bac acier, sous différents aspects. Mais cette photo est intéressante au deuxième regard que l'on y porte. Ce château est à l'articulation entre le bourg, qui est au sud, que vous ne voyez pas, et la forêt que vous voyez dans le lointain. C'est la forêt de Retz, et dont Jérôme Jaminon pourrait vous parler des heures. D'ailleurs, nous avons une intervention d'1h30, je vous le dis tout de suite. Et à l'articulation des deux, le petit parc du château de Villers-Cotterêts, par opposition au grand parc, qui fut le grand parc de chasse des rois de France et des ducs d'Orléans jusqu'à la Révolution française. Ce château est à l'état de ruine, fait l'objet d'un projet présidentiel, c'est le projet du président de la République, qui en 2018 annonce à l'occasion d'un discours à l'Institut que ce château désormais deviendra un laboratoire dédié à la langue française, puisqu'en effet, c'est là qu'en août 1539, François Ier décide que désormais, il ne sera fait usage qu'en langue maternelle françoise et non autrement dans la justice et l'administration française. Ce n'est pas en quelque sorte un lieu de naissance de la langue française, c'est un lieu symbolique dans lequel le projet de Cité internationale de la langue française devra prendre jour. C'est un sujet important parce qu'on pourrait se dire, et ce fut le cas pendant un chantier exemplaire, et oui, il n'y a pas eu que Notre-Dame de Paris, et nous avons aussi utilisé du chêne français, un projet présidentiel arrivant dans un territoire qui est relativement peu connu du grand public, qui est bien souvent stigmatisé par des préoccupations humaines, sociales,
culturelle. Je donne un exemple, il faut attendre 1974 pour que le département de l'Aisne retrouve la même population qu'en 1914. Ça vous donne une idée de ce qu'a été la tragédie du chemin des dames qui n'est pas si éloignée. Vous l'avez compris, on pourrait en parler des heures. Sauf que ce projet présidentiel va devoir à la fois engager un chantier considérable, 23 000 mètres carrés de monuments historiques en ruine, dans un temps extrêmement court et dans un territoire où il fallait impérativement qu'il y ait consentement entre le territoire et ce projet venu de Paris et qui aurait pu être considéré comme étant un projet parisien vu par des parigots et s'imposant comme des coloniaux sur un territoire à défricher. Ce ne fut pas le cas et le premier dossier fut ce dossier de forêt d'exception, puisque finalement le château est né de la forêt, de ce plaisir synégétique des rois et des princes, et qui furent là ce lien presque atavique entre un environnement naturel, une forêt singulière, extrêmement riche, passionnante, et un château qui, somme toute, n'a jamais été qu'au service de cette forêt. Alors la forêt de Retz, c'est une forêt ancienne, hein. On a évoqué ces termes tout à l'heure, mais quand on parle d'ancienneté, on va bien avant le Moyen-Âge. Donc une forêt qui est présente sur le territoire depuis très longtemps, où les rois de France viennent chasser, où on a aussi en fait déjà sur ce massif-là une gestion forestière de très longue date. Philippe VI de Valois installe en fait la première maîtrise des eaux et forêts à Villers-Cotterêts et prend l'ordonnance qui rappelle que les maîtres des eaux et forêts devront perpétuellement soutenir en bon état les forêts. Donc c'est un élément important parce qu'effectivement c'est presque 700 ans de gestion forestière d'excellence, plutôt tournée vers le hêtre et pas vers le chêne ici. Mais c'est bien aussi ces notions de futée cathédrale, de patrimoine exceptionnel, de sylviculture. En fait, l'histoire de la sylviculture française vit et se déploie à Villers-Cotterêts également. Et donc, avec tous ces éléments-là, plus effectivement l'histoire de la langue française, on a du coup notre socle de patrimoine culturel et naturel qui va nous permettre de bâtir un projet gouverné à trois et impliquant en fait aussi les acteurs du territoire. Alors la Cité internationale de la langue française, c'est un projet global de territoire, donc une sorte de, si je puis dire, de vision en perspective locale, nationale et internationale. Dans cette vision locale, c'est un outil culturel, c'est le château avec tous les ingrédients qui s'y trouvent réunis. Vous les avez là quasiment en substance. C'est le château lui-même, les espaces dont il dispose aujourd'hui pour des résidences d'artistes, pour des ateliers de travail, c'est de l'expérimentation pédagogique, c'est de l'enseignement du français langue étrangère, c'est de la lutte contre l'illettrisme, c'est du travail avec tous les acteurs locaux, mais également nationaux, France Éducation Internationale, Radio France Internationale, TV5 Monde, etc. Et donc une mise en perspective qui part du territoire et qui rayonne dans le monde à partir d'un parcours permanent de visite qui commence par l'histoire du territoire et qui, à partir de ce territoire et de sa forêt, va vers la langue française et l'aventure du français en 3 chapitres, 1200 mètres carrés d'exposition permanente. Je ne les détaille pas ici, mais ils sont en quelque sorte les différentes composantes qui vous permettent de comprendre que la langue française est une langue monde, que les francophones, c'est pas les autres, mais c'est aussi nous les Français, etc., etc., jusqu'à bien sûr cette aventure qui est une langue qui se construit, qui est une invention continue et qui est bien sûr une affaire d'État, puisque nous avons encore des débats aujourd'hui. Pensons aux lois Toubon et à tout ce qui concerne l'implication de l'État dans la défense de la langue. Et bien sûr, l'action culturelle, l'art contemporain, les spectacles, un auditorium, des conférences, des débats, du rap, de la chanson française, des expositions permanentes, mais aussi des expositions temporaires. La prochaine aura lieu autour des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France.
Alors, tu ne l'as pas dit, mais le château est ouvert, c'est-à-dire qu'on peut passer de la ville à la forêt en passant par les différents porches du château et faire toujours ce lien entre effectivement le territoire, le château, la forêt. Notre contrat de projet forêt d'exception, une fois qu'on s'est effectivement mis d'accord sur les valeurs que l'on voulait mettre en avant, préserver, transmettre, la valorisation du territoire que l'on voulait faire, nous a conduit à un contrat de projet qui est tourné effectivement sur cette idée d'essayer dans chacune de nos actions de mettre en synergie patrimoine naturel et patrimoine culturel. Et c'est facile, puisque les habitants sont dépositaires de ces patrimoines dans leur grande diversité, et j'ai beaucoup apprécié la présentation de Véronique Dacier tout à l'heure, qui était lumineuse, parce qu'elle a parlé de nos métiers, nous les avons en commun. Moi, le mien, c'est la pierre et c'est le bâti, mais le vôtre, c'est la forêt et sa dimension vivante. De sorte que la dimension langue française, qui est sans aucune limite, nous permet d'engager des actions, par exemple, autour de cette interaction avec le monde francophone. Et un monde francophone, c'est 320 millions de locuteurs dans le monde. Et aujourd'hui, une nouvelle adresse pour la langue française à Villers-Cotterêts, elle était peu connue. Et cette adresse est désormais celle d'un lieu culturel qui est aussi un acteur de développement économique et touristique, avec bien sûr, autour de cette idée, un arboretum de la francophonie et qui prend place en forêt de Retz. Voilà, il prend place sur un site qu'on appelle l'étang de Malva, qui était un site très prisé des habitants de Villers-Cotterêts, mais qui était un peu à l'abandon, et sur lequel on avait un étang qui s'est asséché en 2003, et depuis 2003, on ne savait plus trop quoi faire de ce site-là. C'est aussi un site, en fait, qui est le départ de pas mal de randonnées très sympathiques, qui permettent d'ailleurs de découvrir un système d'adduction d'eau qui va de la forêt jusqu'au château, un système donc qu'on appelle la lait dépôt, donc avec du captage de sources en forêt, un parcours de plus de 14 km souterrain, initié au XIIIe siècle. Hein. Voilà, donc un patrimoine tout à fait exceptionnel qu'il faut mieux connaître, conserver, restaurer. Et donc sur ce site-là, on était quand même dans une logique on était nous un peu inquiets parce qu'effectivement, on attendait la remise en eau de l'étang. Et puis finalement, avec ce projet forêt d'exception, cette arrivée de la Cité internationale, la réalisation du sommet international de la francophonie en 2024, où on cherchait un héritage un peu commun, l'idée est venue effectivement de proposer la mise en place d'un arboretum de Malva. Et le sous-titre qu'on lui donne, c'est une collection d'arbres des pays francophones. Et en fait, là, on allie forêt, langue française, changement climatique et adaptation des forêts, parce qu'en fait, on aura plusieurs parcours sur ce site-là pour découvrir la richesse des forêts des pays francophones, comment dans ces pays francophones, ils adaptent la forêt au changement climatique, et nous aurons, nous, sur le parcours aussi, des petits îlots d'adaptation où on présentera notre démarche d'adaptation. Donc on réunit ici tous les éléments qui tournent autour effectivement de nos principaux sujets de la démarche, hein, conserver le patrimoine, valoriser, accompagner le développement touristique du territoire, s'adapter au changement climatique, puisque notre étrait en forêt de Retz, elle est vulnérable. Alors, comme il nous reste une minute, juste pour conclure, d'autres actions, et elles sont nombreuses, vont vers l'international. Ces actions internationales, c'est bien sûr un projet fractal avec le Sénégal, encore un pays francophone. C'est aussi se rappeler que nous sommes dans une terre de mémoire autour des questions de la Grande Guerre, cette Première Guerre mondiale. J'ai parlé du chemin des dames, c'est aussi un souvenir royal. Je vous rappelle que chemin des dames, c'était le chemin que les filles de Louis XV parcouraient pour rejoindre ce beau département. Branché Ciné, bien sûr, et tant d'autres actions dont on pourrait parler. Je conclurai avec Murmures et promesses de la forêt, parce que il y a là aussi l'action artistique qu'on ne néglige pas. Nous recevons de nombreux artistes, des écrivains,
des gens de théâtre et des photographes ou des peintres. Là, en l'occurrence, c'était un photographe, Norbert Bardin, et c'est un acteur local, donc ça a été doublement intéressant parce que cette exposition photo fait le lien entre les trois composantes, la ville au sud, le château traversant et bien sûr le petit parc et la forêt au nord. Voilà, et je terminerai pour effectivement rappeler que notre volonté des trois partenaires, le CMN, la Communauté de communes, l'ONF, c'est effectivement les notions qu'on a abordées tout à l'heure. On sait qu'on a un héritage que l'on doit transmettre, on a identifié les valeurs, on est encore en train de le poursuivre, et on est en train d'essayer effectivement le titre de notre labellisation, c'était RETS, une histoire d'avenir. Donc sur la base effectivement de cette richesse historique, construisons l'avenir de cette forêt-là sur le territoire. Et avec le souci, effectivement, toujours d'essayer de concilier patrimoine culturel et patrimoine naturel dans toutes nos actions. Et on trouve qu'on arrive assez facilement, finalement, à trouver les bons liens. Et dans ce contexte-là, une chose est certaine, la cité n'est pas un musée, ça n'est pas un conservatoire, la langue française n'est pas un objet fossilisé, elle est aussi vivante que la forêt. Merci. À vous, merci. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'aider à passer les micros aux prochaines intervenantes de Fontainebleau qui vont nous rappeler que le paysage fait finalement le trait d'union entre les patrimoines. Et donc, on va écouter Jeanne-Marie Debroise, inspectrice des sites, Odile Loison, directrice de la station écologique forestière, et Sophie David, chef du service environnement et accueil du public à l'agence de Fontainebleau. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, c'est moi qui vais démarrer cette présentation. On peut avancer, je pense. En introduisant un peu ce projet d'observatoire photographique des paysages qui est lié à la fois, bien sûr, au label Forêt d'exception, mais aussi à la protection importante dont bénéficie le massif de Fontainebleau, avec une protection des paysages qui est ancienne. Ça a été évoqué ce matin, ça remonte au 19e siècle, mais moi je vais m'arrêter en 1943, avec l'inscription de la forêt domaniale des Trois Pignons, qui constitue la partie ouest du massif, qui n'a pas forcément suffi à limiter les impacts, puisque l'autoroute A6 la traverse en 1960, et en 65, il apparaît assez urgent de protéger cet élément du patrimoine national. C'est pourquoi la forêt domaniale de Fontainebleau, cette fois-ci, est classée au titre des sites, et l'ensemble du massif est complété par cette protection en 2000 avec la partie sud, forêt domaniale de la Commanderie. Cette protection au titre des sites, pour ceux qui connaissent, ça suppose que tous les travaux hors entretien courant nécessitent une autorisation spéciale, et donc beaucoup de partenariat entre le gestionnaire, en l'occurrence l'ONF, et l'inspectrice des sites, donc moi-même. En 2015, des réflexions autour du nouvel aménagement forestier ont été mises en place avec un nombre assez important d'ateliers pour prendre en considération les enjeux paysagers dans ce nouvel outil. Et donc, l'outil aménagement forestier est accepté au titre des sites par le ministre en charge des sites, avec plusieurs prescriptions, dont l'une qui oblige à ce qu'on fasse un bilan à mi-parcours de l'aménagement forestier pour avoir un suivi. Et en fait, c'est cette nécessité de faire un bilan qui nous a amené à lancer l'Observatoire photographique des paysages, pour que d'un bilan qui nous est imposé, on aille vers un outil plus long terme et qui permette ensuite bien d'autres choses que juste répondre à une obligation. Et donc, comme souvent à Fontainebleau, même toujours à Fontainebleau, on travaille en collectif, mais c'est aussi ce qui se passe en forêt d'exception. Donc, on a mis autour de la table beaucoup de partenaires, que ce soit l'inspectrice des sites, la station d'écologie forestière, l'association des Amis de la forêt de Fontainebleau, la réserve de biosphère et la ville de Fontainebleau, l'agglomération, enfin... Voilà, et le département, enfin, voilà, on était une bonne quinzaine de personnes autour de la table, et on a fait appel du coup à une photographe professionnelle pour mettre en place cet observatoire photographique des paysages. Et la particularité qu'on a choisie, c'est qu'en 2 ans, on a fait 4 sessions pour commencer en fait cet observatoire,
Souvent, on fait une première vague de photos et on revient 5 ou 10 ans plus tard. Là, on a voulu aussi montrer le changement sur le temps court, parce qu'il y a aussi des enjeux qu'on voit pas à l'œil nu, mais qui finalement, en quelques mois, quelques semaines, ça peut fortement évoluer. Le but de notre observatoire, c'était à la fois de suivre l'évolution naturelle, l'évolution de la forêt, de la végétation, l'impact du changement climatique, mais aussi l'impact de l'anthropisation de la forêt sur celle-ci. Et donc, on a vraiment ce double discours. Et au sein d'une photo, on peut voir les deux effets. C'est aussi intéressant. L'idée, c'est que dans chaque photo, on puisse observer plusieurs objets pour la suite. Et par exemple, ici, on est sur une réserve biologique dirigée qui avait fait l'objet juste avant l'observatoire d'une réouverture. C'était un milieu complètement boisé, et donc pour savoir comment est-ce qu'on rouvrait, il y avait toute une étude paysagère. Et donc là, on voit bien le changement juste de saison, où on n'a pas du tout les mêmes images et la même sensation, alors qu'on est vraiment au même endroit. Un autre exemple, là on est sur encore une réserve biologique dirigée, c'est pas fait exprès, mais on en a 1500 hectares sur la forêt, donc on a des chances de tomber dessus, sur une mare temporaire, puisque c'est une mare de platière qui est alimentée que par les eaux de pluie, et on peut bien voir que même si on est sur 2 saisons similaires, la différence peut être notable. Vous avez en haut l'été 2020 qui avait été un peu humide, et en bas l'été 2021 qui avait été particulièrement sec. C'est la même date, à 1 an d'intervalle, et on voit bien que l'impact du changement, il est là aussi. On pourrait le voir sur du temps long, mais déjà rien que sur 1 an d'intervalle, en fonction de la pluviométrie d'une année, la végétation, elle réagit pas du tout de la même manière. Et à contrario, en hiver, on voit bien qu'on est dans une zone complètement inondée. Et pour expliquer ça au public, cet observatoire, il est essentiel. Il est essentiel aussi en termes d'archives. On a la chance à Fontainebleau d'avoir des artistes qui ont dépeint la forêt au 19e siècle, mais aussi au début du XXe siècle avec beaucoup de photographies. Donc c'est vraiment autant d'archives. Voilà aussi un autre exemple. Quand on parle du changement climatique, là on est sur un site historique, un ermitage médiéval qu'on voit à gauche, et on voit les arbres tomber. Et cet observatoire nous permet aussi d'archiver les travaux qu'on réalise. On est sur un site d'accueil du public. Là, ce que vous voyez ici, c'est l'œil des nations. C'est l'œuvre commémorative de la création de l'UICN en 1948. Donc, on est quand même sur un lieu important. Et on voit bien, voilà, des arbres qui dépérissent, qui finissent par tomber, qu'on enlève. Et finalement, il est plus là et on le voit plus et ça s'intègre dans le paysage, mais c'est quand même un changement du paysage. Le phénomène de l'impact de l'homme sur son environnement. Tout à l'heure, Grégory parlait de la 5 Baume et de la fréquentation. Je crois que tu avais parlé de plus de 200 000 personnes par an sur 2 sentiers. Ici, vous avez le sentier des 25 bosses qui fait partie du top 3 des sentiers les plus cherchés par les trailers en France. C'est plus de 100 000 visiteurs par an sur 17 km. Et à la base, il faisait 50 cm de large. Là, on est plutôt à 20 mètres. Et on avait l'intérêt de l'observatoire aussi, c'est de noter l'évolution et l'intérêt des travaux qu'on mène de lutte contre l'érosion pour voir si c'est efficace ou pas du tout. Là, en haut, on n'avait pas encore fait d'aménagement. Il y avait quelques emmarchements qui dataient, mais on voyait que les gens passaient sur la gauche et on voyait aussi que les gens évitaient ces marches. On a réalisé des travaux, on a rajouté des marches et on a mis de la ganivelle sur la gauche. Vous la voyez peut-être pas trop sur la photo. Ça a permis de fermer le chemin. Sur la photo d'après, on voit bien la ganivelle, le chemin se referme, tant mieux. Par contre, on voit bien que nos emmarchements, ils ont une limite, c'est qu'encore une fois, les gens vont décaler le chemin et donc le chemin s'élargit. Ce qui fait qu'il y a une vraie question. Au début, on voulait pas mettre de ganivelle là pour pas faire l'effet couloir, mais en fait, il faut créer des aménagements pour éviter cet élargissement. Et là, grâce à l'appui du CEREMA, on est en train de faire de gros travaux sur les 25 bosses parce qu'on a un gros problème de sécurité et d'érosion et de protection du milieu. Mais cet observatoire photographique nous permet de suivre et de noter si nos travaux sont efficaces ou pas. Et donc, pour faire le lien avec nos artistes, on a travaillé avec le musée des peintres de Barbizon. Puisqu'on a la chance d'avoir de nombreuses œuvres du 19e siècle, des impressionnistes, Demy, Corot, Rousseau. Et on a, dans l'observatoire photographique, on a fait des reconductions de certains tableaux du 19e siècle pour noter l'évolution du paysage. Et on a eu la chance de pouvoir faire une exposition temporaire au musée de Barbizon pour valoriser ces 2 siècles en fait, de paysage à Fontainebleau. Vous avez ici une carte postale du début du XXe siècle et le paysage actuel. On voit bien que
la forêt a gagné du terrain dans cet endroit-là. Et on avait vraiment ce parallèle. Et puis aussi, on avait fait le parallèle sur les activités de la forêt. Au 19e siècle, on avait beaucoup de pâturage, on avait aussi des travailleurs, on avait des ramasseurs de serpents. Et aujourd'hui, on a plutôt des promeneurs. Alors, on va passer d'une valorisation à l'autre. Il y avait une valorisation pour le grand public et nous, on intervient sur la valorisation dans le sens portée à connaissance, dans le sens transmission, comme on l'a vu précédemment. Et moi, quand j'ai commencé ma recherche, trouver de la bibliographie, c'était compliqué. Il fallait aller dans des bibliothèques sur des CD, puis après faire des tirés à part. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est de trier la masse d'informations et la quantité d'informations qui arrivent jusqu'aux chercheurs. Donc, pour pallier, en tout cas, c'est comme ça qu'est né ce projet Cartoblo. Et l'idée, c'est de réunir sur un lieu et dans une plateforme d'information scientifique, l'information scientifique d'un territoire pour permettre aux chercheurs de s'approprier plus facilement le territoire. Donc cette plateforme Cartoblo, elle existe, vous la voyez en haut. On a réuni des données qui habituellement sont stockées en silos. On a les données sol, les données air, les données eau qui sont sur des bases de données différentes. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a intégré les points et les données de l'Observatoire des paysages. L'idée, c'est de travailler sur des modules et de faire connaître les points qui sont suivis à nos enseignants-chercheurs et à la communauté de recherche pour pouvoir réutiliser, pour pouvoir travailler sur de nouveaux projets en partenariat, en complémentarité. Je sais qu'il y a des projets qui se montent pour essayer d'enregistrer les ambiances sonores qu'on retrouve en forêt, par exemple. Donc ça peut être intéressant de les positionner au même endroit. Et l'idée vraiment est de travailler en complémentarité. Et c'est bien ce que permet FODEX et les forêts d'exception, c'est de travailler avec des partenaires. Donc, au départ, c'était un partenariat avec la station d'écologie forestière. Aujourd'hui, c'est un partenariat avec l'ensemble de l'université Paris-Cité. Et ça permet de mutualiser et de porter à connaissance. Merci pour ces belles présentations. Et pour qu'on ait une vision d'ensemble de la séquence, est-ce que Grégory est encore avec nous? Grégory Dron. Il est là. Tu peux revenir sur scène, s'il te plaît? Alors, est-ce qu'on a des questions, remarques? Oui. Oui, merci. Je m'adresserai à Yves Ducos sur cette belle présentation de la démarche de patrimonialisation de la sylviculture régulière du chêne. C'est sur la transmission finalement de ça. À quelle échelle et sous quelle forme est-ce que va se faire cette muséification dans un monde qui bouge et où on est moins sur des cycles que sur des trajectoires? Donc, est-ce que tu envisages des mini-forêts écomusées, puis avec des maintiens de futaies d'éclos ici ou là, quand même, qui sont aussi du patrimoine? Voilà, comment voir ça concrètement? Oui, c'est une excellente question, évidemment. En fait, il ne s'agit pas forcément de muséifier, mais le souci de la transmission, on l'a intégré dans notre approche. La transmission, elle se fait au quotidien, dans les formations, dans les échanges qu'on peut avoir entre forestiers, et pas qu'entre forestiers. L'idée de faire perdurer, ou plutôt en gros mots, de remplacer la futaie d'éclos, les forestiers l'ont en tête depuis une vingtaine d'années, facilement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des îlots de vieillissement en forêt de Bercé, qui sont censés prendre la relève un jour peut-être de la futaie d'éclos si elle s'effondre, ce qui n'est pas exclu. Il faut aussi se poser dans une perspective d'évolution. Il suffit d'aller à Troncé, l'équivalent de la futaie d'éclos, c'est la futaie Colbert à Troncé. Et si vous visitez aujourd'hui la futaie Colbert, elle ne ressemble pas du tout à ce que peut être une belle futaie cathédrale. Assez logiquement, dans un processus évolutif, elle s'est effondrée. Et depuis, les forestiers de Troncé ont inventé une futaie Colbert 2 pour prendre la relève. Peut-être qu'un jour, on ne va pas précipiter les choses, il faudra aussi envisager la succession de la futaie d'éclos. En tout cas, il y a un certain nombre de très belles parcelles qui, elles aussi, ont suivi ce parcours de sylviculture qui peuvent tout à fait prendre le relais dans 50, 100 ans. Nous serons, je l'espère, plus là. Mais
en tout cas, oui, il y a ce prolongement, il y a cette transmission, et puis il y a aussi cette évolution. La sylviculture qu'on pratique aujourd'hui, même en futée régulière, n'est pas celle qu'on pratiquait il y a 50 ans, et ça ne sera pas la même dans 20 ans, dans 30 ans, parce que le changement climatique nous percute, et il faut s'adapter. Et c'est ça la force des forestiers. Ils ont toujours su démontrer qu'ils savaient s'adapter. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui, une remarque plus qu'une question pour saluer les deux présentations qui ont été faites sur Villers-Cotterêts, Retz d'une part, et puis sur Fontainebleau. Je suis allé visiter la cité de la langue française. Quelques années après y avoir abouti en partant de Longpont en vélo à travers les forêts. À l'époque, c'était effectivement un lieu où on n'avait pas du tout envie duquel on n'avait pas envie de s'approcher, etc. Et c'est devenu un endroit vraiment spectaculairement beau, intelligemment rénové. Donc voilà, je vais en faire la pub. Vous pouvez depuis Paris prendre le train, tout simplement. Vous débarquez, vous allez voir, et c'est extrêmement vivant. Et la langue française, comme la forêt, elle est extrêmement vivante. On va vous parler à un endroit en français, juste après, le français qui était parlé juste après l'édit de Villers-Cotterêts, et vous comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Et c'était pourtant le français, le début du français, donc quelque chose de parfaitement évolutif. Et puis sur comment ça s'appelle, sur Fontainebleau, l'utilisation que vous faites de l'observatoire photographique, c'est extrêmement important pour avoir travaillé un certain nombre d'années sur la question des sites classés et des grands sites de France aussi. On oublie parfois à quel point chacun d'entre nous, on oublie ce qui a été fait. Et quand il y a des travaux, notamment sur le milieu naturel, qui sont faits, au bout de 2 ans, tout le monde considère que ça a toujours existé. Ou la plupart des gens l'oublient. Et donc, avoir un témoignage de ces évolutions permanentes, ça permet aussi d'expliquer qu'on n'est pas sur un milieu figé, que le paysage est en aucun cas quelque chose de figé. Et donc, mais en même temps, on peut expliquer à nos concitoyens tout le travail qui a été fait. Et donc l'utilité également des dispositifs qui ont été mis en place, des labels, etc. Donc vraiment bravo pour les 2 initiatives. Merci. On va juste prendre une dernière question. Oui, c'est une question plus générale sur l'intérêt d'avoir cet atlas photographique. Est-ce que vous, en l'élargissant, certes on est sur les forêts d'exception, mais en l'élargissant, est-ce qu'il y a une volonté de faire comme ce qui a été fait sur les forêts de restauration des terrains de montagne à la fin du 19e siècle, où il y a eu des photos sur plaques de verre qui ont été faites, il y a eu des photos après. Est-ce qu'il y a des cycles comme ça qui sont programmés? Je m'adresse aux gens de l'Office national des forêts. Est-ce qu'il y a des cycles comme ça qui sont programmés pour justement voir ces évolutions des paysages? Ce qui est intéressant, enfin moi ce que je connais, il y avait une exposition, ça fait ancien combattant, mais c'était en 2001, il y avait une exposition sur les grilles du jardin du Luxembourg avec justement ces photos des paysages de montagne sans forêt et les photos d'aujourd'hui. Et donc je voulais savoir s'il y avait quelque chose au niveau de l'Office qui était lancé, je dirais une forme d'album ou de référence qui puisse être consulté aussi en extérieur, parce que ça peut être fort utile, à la fois pour les forêts d'exception, mais aussi pour les autres, quoi. Merci pour cette question. Je vais commencer à répondre, et Valérie, si tu veux compléter, n'hésite pas. Alors, il y a d'autres forêts qui ont des observatoires photographiques. Déjà, beaucoup de forêts qui sont incluses dans des PNR, puisque les observatoires photographiques des paysages font partie des PNR à la base. Donc, il y a déjà des points. Nous, on en a développé un sur notre forêt, et il y a un outil en cours de développement. Et là, je vais laisser la parole à Valérie, qui saura mieux dire que moi, le présenter que moi. Du coup, oui, déjà je me présente, je suis Valérie Morat, je suis l'animatrice du réseau Paysage de l'Office national des forêts. C'est un collectif de 40 paysagistes à l'échelle métropole et outre-mer. Et du coup, effectivement, les paysagistes, se sont saisis il y a quelques années. Alors, Fontainebleau a été précurseur.
Mais les paysagistes qui travaillent dans les aménagements forestiers se sont saisis de cet outil d'observatoire photographique des paysages qui est issu d'une méthode nationale établie par le ministère de la Transition écologique. Et nous, on a souhaité l'adapter à la forêt par rapport à ses spécificités, cette gestion multifonctionnelle. Et depuis 2022, on reçoit d'ailleurs le soutien de la mission d'intérêt général biodiversité et paysages pour développer ce qu'on a appelé l'exploratoire photographique des paysages forestiers. Donc on va un peu dans le même esprit que Carto Bleu. Évidemment, on va s'ouvrir à la forêt. On n'a pas trop de limites en tant que paysagiste et donc on va aussi aller chercher la forêt privée, forêt publique, forêt privée et surtout aussi chercher la démarche participative pour la prise des photos. Les photographes professionnels sont une profession très appréciée par les forestiers et ils savent mettre en valeur aussi les paysages forestiers. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de faire participer la société, que ce soit nos collègues techniciens quand ils sont dans leur mission, aussi de leur faire un petit pas de côté pour qu'ils prennent les photos et regarder leur territoire autrement que dans leur quotidien de gestion. Mais c'est aussi nous tous, en tant qu'usagers de la forêt, on a aussi notre vision de la forêt et constituer ces séries et cette connaissance sensible de la forêt qui a été à l'honneur ce matin dans les différents discours et j'en suis ravie. Voilà, donc un premier prototype, on va dire concret et fonctionnel, sera disponible début 2026. Voilà. Merci beaucoup, bravo Valérie. Et on applaudit en même temps tous nos intervenants pour cette séquence et la qualité de leurs interventions. On va prendre quelques minutes pour accueillir notre grand témoin qui pourra réintervenir demain plus longuement. Ne vous en faites pas. Christine Farcy, chargée de cours invitée à l'Université de Louvain et experte en politique forestière internationale. Alors bonjour à tous. Merci beaucoup de me donner l'occasion d'être avec vous aujourd'hui. Je me réjouissais de venir, vraiment, et je ne regrette pas d'être venue. J'étais venue déjà à Rouen en 2016, et franchement, le chemin parcouru, moi je suis impressionnée. Si on pouvait avoir quelque chose de similaire chez nous en Belgique, ce serait extraordinaire. Je suis vraiment impressionnée. Je vois l'intégration de l'art, je vois l'intégration du sensible, je vois évidemment l'intégration de l'histoire, de l'architecture, de la langue française, tout ça autour des questions forestières, et c'est certainement dans ce sens-là qu'il faut continuer à le faire. Alors, on m'a demandé d'intervenir 2 fois, donc je vais pas être trop longue aujourd'hui et puis en garder encore un petit peu pour demain. Et donc aujourd'hui, je me suis dit qu'un fil rouge intéressant, c'était la question du temps. Alors, ce qui est fascinant, c'est évidemment, on le voit dans tous ces posters, dans vos interventions, c'est l'ancrage dans l'histoire, dans le passé, dans la culture. Et ça a quelque chose de terriblement réconfortant. Ça a quelque chose de rassurant. Et en même temps, en filigrane, on se demande, tiens, et l'avenir? Et en discutant avec les collègues, que ce soit ici ou ailleurs, les collègues forestiers sont inquiets pour l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer avec nos forêts? Est-ce qu'on aura encore des chênes pour des tonneaux? C'est un exemple. Et du coup, ça m'a fait penser à un petit livre que j'ai lu il y a quelques années, qui s'appelle « Que reste-t-il de l'avenir ?» C'est un petit livre tout fin comme ça, d'un philosophe, donc ça ne parle pas de forêt, mais il parle du monde dans lequel on est, qui est un monde incertain. Si on est dans un monde incertain, ça veut dire qu'on ne peut plus utiliser le passé pour planifier, pour prévoir, pour se projeter dans l'avenir. Et ce qu'il dit dans ce livre qui ne traite pas des forêts et qui date de 2019, mais je trouve que c'était quand même super intéressant, il dit, en fait, on nous propose en gros 2 voies. Soit une voie, on revient en arrière, on oublie les progrès technologiques, on retourne à la terre et c'est une des voies qui est proposée. L'autre voie, par contre, c'est le projet technologique, c'est l'homme augmenté, on va s'en sortir via la technologie. Il démontre dans ce petit bouquin qu'aucune des 2 options n'est finalement réaliste ou utile. Et ce qu'il dit, et c'est là que le lien avec ce que vous faites, je trouve, est vraiment assez fascinant, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il faut être créatif et il faut imaginer d'autres options. Des options
qui sont des tests, peut-être aller revoir dans le passé des cul-de-sac, des choses qui n'ont pas marché dans le passé, mais qui peuvent être mises en œuvre aujourd'hui et qui pourraient fonctionner. Bref, en fait, une posture complètement différente par rapport à l'avenir, une posture sans doute qui se fait dans le cadre d'une plateforme que je trouve inspirante comme ici. C'est un mot un peu bateau, mais je trouve vraiment qu'il y a un calme et une confiance entre vous, moi, qui me semble vraiment particulièrement intéressante, des gens de tous les horizons, y compris du terrain. Et donc, cette idée d'essayer de ne pas aller dans un axe ou un l'autre, mais d'être capable d'imaginer des options peut-être tout à fait différentes, c'est en fait en gros ce que vous faites déjà dans certains projets. Je l'ai entendu par rapport à des questions de sylviculture, et c'est peut-être ça qu'il faut continuer à s'atteler à faire, c'est-à-dire ne pas avoir peur de ne pas pouvoir se projeter dans l'avenir parce qu'on ne peut plus le faire, mais ensemble essayer d'imaginer des options qui font qu'on va quand même s'en sortir en fait en gros, et pouvoir continuer à avoir des forêts qui seront peut-être pas celles auxquelles on pense, qui ne sont peut-être pas celles qu'on imagine. Il y aura des reliquats, et donc il faut essayer de garder le fil avec le passé tout en essayant de pouvoir de façon plus rassurante, sans trop d'angoisse ni de se projeter vers l'avenir. Moi, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous a aidé, mais j'ai vraiment l'impression que ces forêts d'exception, c'est un lieu extraordinaire pour ça. Alors peut-être que demain, je dirais aussi que ces forêts d'exception, elles ne doivent pas être l'exception. Il faudrait qu'on ait des forêts d'exception partout. Mais ça, peut-être qu'on pourra encore discuter demain. Et aussi des questions de lien avec la société qui est inquiète aussi. Ces questions des émotions qui sont en fait aussi un fil rouge dans tout ce qui touche aux questions forêt. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci. Merci Christine de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui de nouveau sur ces rencontres, et on a hâte d'échanger.